Le 21 novembre 1806, Napoléon Bonaparte signe à Berlin l'un des décrets les plus ambitieux de l'histoire économique mondiale. Ce document, rédigé dans le palais des rois de Prusse qu'il vient de conquérir, tient en quelques pages. Mais son objectif est immense. Fermer l'intégralité du continent européen au commerce britannique. Toute marchandise anglaise est désormais interdite. Tout navire ayant touché un port britannique se verra confisqué. Tout sujet européen commerçant avec l'Angleterre sera considéré comme ennemi de l'Empire. Ce décret porte un nom qui résonne encore aujourd'hui. Le blocus continental. Mais voici ce que les manuels expliquent rarement. Ce blocus n'était pas simplement une mesure de guerre. C'était une théorie économique mise en pratique à l'échelle d'un continent. Une tentative de restructurer l'ensemble des flux commerciaux européens. Car la question que Napoléon posait en 1806 est une question qui n'a jamais cessé d'être posée depuis. Peut-on vaincre une puissance financière dominante par des moyens économiques? Peut-on isoler un centre commercial mondial sans se condamner soi-même à l'asphyxie? Les 12 années qui suivirent apportèrent une réponse, complexe, nuancée et riche d'enseignements. Pour comprendre le blocus continental, il faut d'abord comprendre ce qu'était l'Angleterre au début du XIXe siècle. La Grande-Bretagne n'est pas simplement une île prospère, c'est le centre nerveux du commerce mondial. La City de Londres est devenue le premier marché financier de la planète. La livre sterling est la monnaie de référence internationale. Cette puissance repose sur un avantage décisif. La Royal Navy. Depuis Trafalgar, en octobre 1805, la flotte britannique règne sans partage sur les océans. Aucun navire ne traverse l'Atlantique ou ne commerce avec les Indes sans que Londres puisse l'intercepter. Face à cette réalité, Napoléon se trouve dans une impasse. Il domine l'Europe continentale. Mais il ne peut atteindre l'Angleterre. Le projet d'invasion a été abandonné après Trafalgar. La Manche est devenue un fossé infranchissable. C'est dans ce contexte que naît l'idée du blocus. Si l'on ne peut envahir l'Angleterre, on peut peut-être l'étrangler. Lui fermer les marchés européens. La priver des débouchés pour ses manufactures. Tarir les sources de son crédit. Le principe du blocus continental repose sur une analyse qui n'est pas dénuée de pertinence. L'économie britannique dépend fortement de ses exportations. L'industrie textile produit bien au-delà des besoins du marché intérieur. Sans ces marchés d'exportation, les usines devront fermer. Le chômage se répandra. Les réserves d'or s'épuiseront. La livre sterling s'effondrera. Cette théorie anticipe des concepts que les économistes formaliseront plus tard. La dépendance commerciale. La vulnérabilité des économies exportatrices. Le lien entre commerce extérieur et stabilité monétaire. Mais elle sous-estime gravement plusieurs facteurs. Le premier est la capacité d'adaptation britannique. Privés des marchés européens, les manufacturiers anglais se tournent vers d'autres horizons. L'Amérique latine devient un débouché majeur. Les colonies absorbent une part croissante de la production. Le second facteur sous-estimé est l'impossibilité pratique d'un blocus hermétique. L'Europe du XIXe siècle n'est pas un espace unifié. C'est un patchwork de royaumes et de zones grises où la contrebande prospère depuis des siècles. Dès les premiers mois du blocus, la contrebande s'organise à une échelle industrielle. Les côtes de la mer du Nord, de la Baltique, de la Méditerranée, deviennent des passoires. Des fortunes colossales se bâtissent sur le trafic de produits anglais. Le sucre, le café, le coton continuent d'affluer, simplement plus cher. Napoléon en est conscient. Sa réponse est d'étendre toujours plus le périmètre du blocus. Si la Hollande laisse passer des marchandises, il faudra annexer la Hollande. Si le Portugal maintient des liens avec Londres, il faudra envahir le Portugal. Cette logique devient une spirale. Chaque nouveau territoire intégré apporte ses propres côtes à surveiller, ses propres intérêts économiques à contrarier. Le blocus, conçu comme une arme contre l'Angleterre, devient un fardeau pour l'Empire lui-même. Si vous voulez continuer à explorer ces mécanismes historiques du pouvoir économique, je vous invite à vous abonner. Les analyses que nous proposons cherchent à révéler les structures profondes qui façonnent les rapports de force entre nations. Le cas de la Russie illustre parfaitement ce cercle vicieux. Le tsar Alexandre Ier avait accepté le blocus continental lors de la paix de Tilsit en 1807. Mais cette acceptation avait un coût considérable.
La Russie exportait massivement vers l'Angleterre, du bois pour la marine, du chanvre pour les cordages, du blé pour les villes industrielles. En échange, elle importait des produits manufacturés que son industrie était incapable de fournir. Fermer ce commerce signifiait appauvrir la noblesse russe, priver le trésor des droits de douane, se priver de produits dont la Russie avait besoin et que la France ne pouvait fournir. Car c'est l'autre faiblesse du système napoléonien. L'Empire français n'avait pas la capacité industrielle de se substituer à l'Angleterre comme fournisseur de l'Europe. Le mécontentement s'accumula, en Russie, en Prusse, dans les États allemands. Partout, des élites voyaient leurs intérêts sacrifiés sur l'autel d'une stratégie dont elles ne percevaient pas les bénéfices. La rupture russe de 1810 marque un tournant décisif. Le tsar décide d'ouvrir à nouveau les ports russes au commerce avec les neutres. L'aristocratie russe, ruinée par le blocus, exerce une pression insoutenable. Le rouble s'effondre. Pour Napoléon, cette défection est inacceptable. Si la Russie peut violer le blocus, d'autres suivront. L'édifice s'effondrera. C'est cette logique qui conduit à la campagne de 1812. L'invasion de la Russie n'est pas simplement une hubris de conquérants. C'est une tentative désespérée de sauver le blocus continental, de maintenir par la force un système que la diplomatie ne suffisait plus à préserver. Nous connaissons la suite. La grande armée fond dans les steppes russes. Le prestige de Napoléon est brisé. Les nations vassales sentent que le moment est venu de se libérer. Et le blocus continental s'effondre avec l'Empire. Quelles leçons tirer de cet épisode? La première concerne les limites des sanctions économiques. Une sanction n'est efficace que si elle impose à la cible un coût supérieur à celui qu'elle impose à celui qui la décrète. Or, dans le cas du blocus, ce rapport s'est inversé. L'Angleterre a souffert. Le chômage augmenta. La livre fut mise sous pression. Mais l'Angleterre pouvait supporter cette souffrance. Son système financier disposait d'une résilience que le système français n'avait pas. Ses marchés alternatifs amortissaient le choc. Du côté continental, le blocus n'était pas perçu comme une mesure défensive, mais comme une contrainte imposée par Paris. Il enrichissait les contrebandiers et appauvrissait les marchands honnêtes. Il alimentait un ressentiment qui finit par se retourner contre l'Empire. La deuxième leçon concerne la relation entre pouvoir militaire et pouvoir économique. Napoléon disposait de la plus puissante armée du monde, mais cette suprématie ne se traduisait pas en suprématie économique. L'Angleterre dominait le commerce mondial grâce à sa marine et à son système financier. Cette domination ne pouvait être brisée par des moyens militaires classiques. Ce découplage est un phénomène récurrent. Les empires terrestres ont souvent peiné à traduire leurs forces armées en prospérité durable. Les puissances maritimes et commerciales ont compensé leur faiblesse militaire par une capacité à générer la richesse. Napoléon n'a jamais véritablement compris cette asymétrie. La troisième leçon concerne la difficulté de construire un système économique par la coercition. Dans l'esprit de certains, le blocus devait fonder un nouvel ordre économique européen, un vaste marché continental protégé où l'industrie française pourrait se développer. Cette vision n'était pas absurde. Le protectionnisme peut favoriser le développement industriel. L'Allemagne de Bismarck, les États-Unis du XIXe siècle en fourniront des exemples. Mais ces succès reposaient sur l'adhésion des populations concernées. Le blocus continental était imposé par une puissance occupante à des nations qui n'y voyaient aucun avantage. Il ne créait pas de solidarité économique. Il créait du ressentiment. Un système économique, pour être viable, doit offrir des bénéfices perceptibles à ceux qui y participent. La coercition peut contraindre temporairement, mais elle ne peut fonder un ordre durable. Napoléon mourut en exil à Sainte-Hélène, en 1821. L'Angleterre qu'il avait tenté d'étrangler était alors au seuil de son apogée. La Pax Britannica allait dominer le siècle. La livre sterling régnerait sur le commerce mondial pendant encore 100 ans. Le blocus continental avait échoué, mais l'idée qu'on peut vaincre un ennemi en l'asphyxiant économiquement n'a jamais disparu. Elle réapparaît régulièrement, chaque fois qu'une puissance cherche à soumettre une autre sans recourir à la guerre ouverte. Et chaque fois, les mêmes questions se posent. Jusqu'où peut-on isoler un adversaire sans se nuire à soi-même? Qui paie le prix de ces affrontements silencieux? Napoléon avait posé ces questions. L'histoire lui avait répondu. Si cette analyse vous a intéressé,
Je vous invite à vous abonner pour découvrir d'autres explorations des mécanismes historiques du pouvoir économique. Et je terminerai par une question. À votre avis, le blocus continental a-t-il échoué parce qu'il était mal conçu, ou parce que toute tentative d'isolement économique d'une puissance maritime est vouée à l'échec? Napoléon aurait-il pu réussir avec une meilleure stratégie, ou était-il condamné par les réalités géographiques de son époque? Je lirai vos réponses avec intérêt. À très bientôt.